Chapitre 6. Encore les 7 cadrans. Bandol le regarda avec stupeur. Mais tout ce qui depuis 3/4 d'heure lui paraissait irréel redevint normal. Pendant 1 ou 2 minutes, elle demeura silencieuse. Lorsqu'elle reprit la parole, la femme affolée avait fait place à la véritable Eileen, calme, pratique et raisonnable. « Comment cela a-t-il pu se produire ?»« Je n'en sais rien, déclara sèchement le docteur. Mais le fait est indéniable. Il y a une balle dans le corps. Seulement l'hémorragie a été interne. C'est pourquoi vous n'avez rien remarqué. » Bandol acquiesça d'un signe. « La question est de savoir, continua Casselli, qui l'a tué. Vous n'avez vu personne ? » ?»« Non. » »« C'est étrange, car s'il s'agissait d'un accident, c'est lui qui l'aurait causé serait venu au secours de la victime. À moins qu'il n'en ait pas eu conscience. Il n'y avait personne sur la route, fit Bandol. À mon avis, reprit le médecin, le pauvre garçon devait courir et la balle l'a atteint juste au moment où il traversait la barrière. C'est pourquoi il a gagné la route en chancelant. Vous n'avez entendu aucune détonation ? Cela ne prouve rien à cause du bruit de mon moteur. En effet. N'a-t-il rien dit avant de mourir ? Il a murmuré quelques mots. Il voulait faire prévenir un de ses amis. Et il a parlé de 7 cadrans. Dit le docteur Casselli. Ce n'est pourtant pas un quartier fréquenté par des gens de sa classe. Son assaillant en venait peut-être. D'ailleurs, nous n'avons pas à nous préoccuper de cela maintenant, car nous allons remettre l'affaire entre les mains de la police, à laquelle vous serez obligé de dire votre nom et votre adresse. Voulez-vous venir jusqu'au poste avec moi ? Ils s'y rendirent dans l'Hispano et trouvèrent un inspecteur qui fut fort impressionné lorsque la jeune fille se fit connaître. « C'étaient des gamins !» s'écria-t-il. « De stupides gamins qui tirent sans cesse, sans penser qu'il pourrait y avoir quelqu'un derrière une huée. » Le docteur n'estimait pas cette hypothèse vraisemblable, mais comme il se rendait compte que l'affaire ne tarderait pas à être mise en des mains habiles, il jugea inutile de faire des objections. « Savez-vous le nom du mort ?» demanda l'inspecteur en mouillant son crayon. Il avait un porte-carte sur lui et paraissait être appelé Ronald Devereux. Bandol fronça les sourcils. Ce nom de Ronald Devereux évoquait un souvenir dans son esprit. Il lui sembla l'avoir déjà entendu. Mais ce ne fut que lorsqu'elle reprit le chemin de Chimneys avec sa voiture que la mémoire lui revint. Ronnie Devereux était un ami de Bill au Foreign Office, de Bill et aussi de Gerald Wade. Lorsqu'elle se rendit compte de cela, Bandol fit une embardée qui faillit la jeter dans le fossé. D'abord Gerald Wade, ensuite Ronnie Devereux. La mort de Gerald pouvait avoir été le résultat d'une maladresse, mais celle de Ronnie avait certainement un caractère plus tragique. Soudain, la jeune fille se rappela encore autre chose. Les 7 cadrans. Lorsque le mourant avait prononcé ces mots, il lui avait semblé vaguement familier, et maintenant elle se rappelait pourquoi. Gerald Wade avait fait allusion aux 7 cadrans dans la dernière lettre qu'il avait écrite à sa sœur, quelques heures avant de mourir. Il y avait là une coïncidence dont la signification échappait à Lady Eileen. Tout en réfléchissant à ces choses, elle avait tellement ralenti son allure que personne ne l'aurait reconnue. Elle rentra sa voiture au garage et se mit à la recherche de son père. Lord Caterham, qui était plongé dans la lecture d'un catalogue de livres rares, fut stupéfait en voyant reparaître sa fille. « Comment ?» s'écria-t-il. « Il est impossible que, même toi, tu aies pu aller à Londres et revenir dans un temps si court. »« Je n'y suis pas allé, » répondit Bandol. « J'ai écrasé un homme. »« Comment ?»« Je ne l'ai pas écrasé vivant. On a tiré sur lui. »« Ce n'est pas possible. Je ne sais pas si c'est possible, mais cela est. »« Alors, pourquoi tu tirais sur lui ?»« Ce n'est pas moi. Tu ne devrais pas tirer sur les gens, » continua Lord Caterham. « Je ne dis pas que certains ne le méritent pas. Cependant, cela peut créer des ennuis. Mais je te dis que je n'ai pas tiré. »« Alors qui a tiré ?»« Nul ne le sait. »« Voyons, » dit Lord Caterham. « Un homme ne peut pas être écrasé ou tué sans que personne en ait été cause. »« N'a pas été écrasé, » dit Bandol. « Mais tu viens de me le dire. »« Je t'ai dit que j'ai cru l'avoir écrasé. Je suppose qu'un de tes pneus a éclaté. Le bruit dans ces cas ressemble toujours à celui d'un coup de feu. Du moins, on l'affirme dans les histoires de détectives. Papa, tu es absolument invraisemblable et ton cerveau ne paraît pas supérieur à celui d'un lapin. »« Mais c'est de ta faute, répliqua son père.
Tu me racontes une histoire extraordinaire dans laquelle des gens se font à la fois écraser et assassiner, et tu t'étonnes que je ne comprenne pas. » Bundle poussa un soupir. « Écoute-moi, dit-elle. Puis, lorsqu'elle eut terminé, « As-tu compris maintenant ?»« Oui, parfaitement. D'ailleurs, je t'excuse d'être un peu bouleversée, ma chère enfant. Et je constate que je n'étais pas très loin de la vérité quand je t'ai dit avant ton départ que les gens qui cherchaient des ennuis les trouvaient toujours. Je suis heureux, continua Lord Caterham avec un léger frisson, d'être resté tranquillement ici. » Il reprit son catalogue et Bundle demanda. « Papa, où sont les 7 cadrans ?»« Dans le quartier Est, mais je n'en suis pas bien sûr. Je n'y suis jamais allé. J'en suis enchanté car je ne crois pas que je m'y serai plus. Mais c'est assez curieux. Il me semble en avoir entendu parler récemment. Connais-tu un certain Jimmy Thesiger ?» Lord Caterham était de nouveau absorbé dans son catalogue. Il avait fait un effort pour comprendre ce que sa fille lui disait au sujet des 7 cadrans, mais il n'en faisait plus aucun. « Thesiger » murmura-t-il vaguement. « Il y a une famille de ce nom dans le Yorkshire. En fait-il partie ?»« Mais c'est bien là ce que je te demande. Écoute, papa, c'est important. » Lord Caterham fit un effort désespéré pour paraître attentif et déclara. « Il y a des Thesiger dans le Yorkshire, mais je crois qu'il y en a aussi dans le Devonshire. Ta grande-tante, Célina, avait épousé un Thesiger. »« Quelle utilité cela peut-il avoir pour moi ?» s'écria Bundle. Lord Caterham se mit à rire. « Cela, en tout cas, n'en a pas eu beaucoup pour elle, si je me souviens bien. »« Tu es impossible, » dit Bundle en se levant. « Il va falloir que je m'adresse à Bill. »« Sans aucun doute, » répliqua son père d'un air distrait. « N'hésite pas. » Lady Eileen se leva en soupirant et se murmura à elle-même. « Je voudrais bien me rappeler au juste ce qu'il y avait dans cette lettre. Je ne l'ai pas lue très attentivement. Il me semble qu'il s'agissait d'une plaisanterie et que Wade disait que l'affaire des 7 cadrans n'en était pas une. » Lord Caterham abandonna brusquement son catalogue. « Les 7 cadrans ?» dit-il. « J'y suis. Je sais pourquoi ces mots me rappellent quelque chose. George Lomax sort d'ici. Pour une fois, Treadwell s'est trompé et il l'a laissé entrer. Il allait en ville. Il paraît qu'il va y avoir une espèce de réception ayant un caractère politique à l'abbaye la semaine prochaine, et que Lomax a reçu une lettre d'avertissement. Qu'entends-tu par lettre d'avertissement ? Je ne sais pas très bien. Il ne m'a guère donné de détails. Je crois pourtant qu'on lui écrivait « Faites attention, vous courez un péril », et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, la lettre venait des 7 cadrans, et Lomax se rendait à Londres pour en parler à Scotland Yard. Tu le connais ? Bundle fit un signe d'assentiment. Elle connaissait en effet George Lomax, sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères, que fuyaient de nombreuses personnes à cause de son habitude invétérée d'émailler sa conversation de phrases puisées dans ses discours. « Dis-moi, interrogea-t-elle, est-ce que Lomax paraissait ému de la mort de Gerald Wade ? Je l'ignore, nous n'en avons pas parlé. » La jeune fille demeura silencieuse pendant quelques instants, car elle cherchait à se remémorer les phrases de la lettre qu'elle avait envoyée à Lorraine Wade. Elle cherchait également à se représenter celle à qui cette lettre était adressée, car plus elle réfléchissait, et plus elle lui trouvait un style différent de celui qu'emploie habituellement un frère qui écrit à sa sœur. « Ne m'as-tu pas dit que la petite Wade n'était que la demi-sœur de Gérald ?» interrogea Bundle brusquement. « En réalité, elle ne lui est même pas parente. »« Mais elle s'appelle Wade. » »« Non, le père de Gérald avait épousé en seconde noces la femme divorcée d'un véritable bandit, et s'est attaché à la petite et a insisté pour qu'elle porte son nom. »« Tout s'explique, » murmura Bundle. « Qu'est-ce qui s'explique ? » ?»« Quelque chose que je ne comprenais pas. »« Je crois que la jeune Lorraine est une assez jolie fille, » conclut Lord Caterham. Bundle était pensive lorsqu'elle monta dans sa chambre. Elle avait plusieurs choses à faire. D'abord trouver ce Jim Thesiger. Bill lui faciliterait sans doute cette recherche, car Ronnie Devereux était son ami. Et si Thesiger connaissait Ronnie, Bill devait le connaître aussi. Ensuite, Lorraine Wade pourrait peut-être aussi lui fournir quelques éclaircissements sur l'énigme des 7 cadrans, car il était évident que Jerry Wade lui en avait parlé, et le fait qu'il désirait qu'elle l'oubliât prenait un sens sinistre.
Chapitre 7. Bundle fait une visite. Il ne fut pas très difficile à la jeune fille de joindre Bill Eversley. Elle se rendit en ville avec sa voiture, cette fois sans incident, et lui téléphona. Bill parut enchanté et dit immédiatement à Bundle de déjeuner ou de dîner avec lui. Mais elle refusa et ajouta: « C'est une affaire sérieuse qui m'amène. Connaissez-vous un jeune homme qui s'appelle Jimmy Tessiger ?»« Bien entendu. Et vous aussi. »« Mais non, répondit Bundle. Ce n'est pas possible, tout le monde connaît Jimmy. »« Tout le monde peut-être, mais pas moi. »« Voyons, vous avez sûrement vu Jimmy avec son visage rose et son air simple. Mais il a autant de cerveau que moi. »« Vraiment, répondit gaiement Bundle. Alors sa tête doit l'entraîner en avant. » Est-ce un sarcasme? C'est une simple tentative d'ironie. Que fait Jimmy Tessiger? Rien de particulier. Ah, je vois, il a plus d'argent que d'esprit. Je n'ai pas dit cela, au contraire. Je vous ai déclaré tout à l'heure qu'il était plus intelligent que vous ne pourriez le croire. Bundle garda le silence, car ce jeune homme oisif ne paraissait pas devoir être un bien remarquable allié. Pourtant, c'était son nom qu'avait prononcé le mourant. La voix de Bill se fit entendre à nouveau. Ronnie a toujours eu une excellente opinion de lui. Vous connaissez Ronnie Devereux? Tessiger est son meilleur camarade. Bundle demeura indécise. Il était évident que Bill ignorait la mort de Devereux, et la jeune fille s'étonna que les journaux du matin n'eussent fait aucune allusion à ce drame, qui était de ceux dont la presse s'empare volontiers. Il ne pouvait y avoir à cela qu'une explication. Pour des raisons particulières, la police étouffait l'affaire. Bill continua à parler. « Il y a longtemps que je n'ai pas vu Ronnie. Je ne l'ai pas rencontré depuis la mort du pauvre Jerry Wade. » Il s'arrêta, puis reprit. « Une triste chose que cette mort. Je suppose que vous en connaissez les détails. »« Allô? Êtes-vous encore là, Bundle? »« Certainement. Comme vous ne répondiez pas, j'ai supposé que vous aviez raccroché. »« Non, je réfléchissais. » Devait-elle apprendre à Bill la mort de Ronnie? Elle se décida pour la négative. Ce n'était pas là une communication à faire par téléphone. Mais il était nécessaire qu'elle pût causer bientôt avec Eversley. « Bill? Allô? Voulez-vous que nous dînions ensemble demain soir? »« Oui, et ensuite nous irons danser. J'ai beaucoup de choses à vous dire. »« Je n'ai pas eu beaucoup de chance récemment. »« Vous me raconterez cela demain, » fit Bundle en coupant brusquement la conversation. « En attendant, donnez-moi l'adresse de Jimmy Tessiger. »« De Jimmy Tessiger? »« Oui. Il a un appartement dans Jermyn Street. Attendez, je vais vous donner son numéro. » Il y eut un silence, puis « Êtes-vous encore là? »« Certainement. Son numéro est 103. »« 103? Merci, Bill. »« Oui, mais pourquoi en avez-vous besoin? Vous m'avez dit que vous ne le connaissiez pas. »« Je le connaîtrai dans une demi-heure. »« Vous allez le voir? »« Bravo, Sherlock. »« Mais d'abord il ne sera pas levé. »« Comment pas levé? Pourquoi se lèverait-il de bonne heure sans nécessité? Vous n'avez pas idée de l'effort que je me suis obligé de faire pour être ici à 11 heures du matin, et des histoires que fait Lomax quand j'arrive en retard. Voyez-vous, Bundle, je mène une vie de galérien. »« Vous m'en parlerez demain, dit-elle vivement. Puis elle raccrocha le récepteur et résuma mentalement la situation. Il était midi moins 25, et quoique Bill en eût dit, Bundle supposait que M. Tessiger devait être prêt à recevoir des visites. Elle prit donc un taxi et se fit conduire au 103 de Jermyn Street. La porte lui fut ouverte par un domestique qui présentait le type accompli du serviteur de bonne maison. « Madame veut-elle venir par ici ?» demanda-t-il en conduisant Lady Eileen vers un salon fort confortable, meublé d'immenses fauteuils en cuir. Une jeune fille blonde, vêtue de noir et un peu plus jeune que Bundle, était enfoncée dans l'un d'eux. « Quel nom dois-je annoncer, madame ?» interrogea le domestique. « Monsieur Tessiger ne me connaît pas, » répondit Bundle. « Dites-lui que je désire l'entretenir d'une affaire importante. » Le solennel valet de chambre s'inclina et se retira en fermant sans bruit la porte derrière lui. Il y eut un silence. « C'est une belle matinée, » dit timidement la jeune fille blonde. « Une très belle matinée, » reconnut Bundle. Il y eut un nouveau silence. « Je suis venu en auto de la campagne ce matin, » reprit Bundle,
et j'ai craint un moment de trouver un de ces épais brouillards qui sont parfois si gênants. Mais il n'en a pas eu. En effet, répondit la seconde jeune fille, qui ajouta: Je suis venue aussi de la campagne. Bandol la regarda plus attentivement. Sa présence l'avait tout d'abord quelque peu agacée, car elle prévoyait qu'un retard serait ainsi apporté à sa conversation avec Tessiger, auquel elle ne pouvait, devant une inconnue, parler de ce dont elle voulait l'entretenir. Mais maintenant qu'elle l'observait de plus près, une idée lui traversa l'esprit. La jeune fille était en grand deuil, et Bandol eut l'intuition de deviner juste. « Pardon, demanda-t-elle, seriez-vous par hasard Lorraine Wade ?» Celle-ci ouvrit de grands yeux étonnés. « Oui, mais comment pouvez-vous le savoir? Est-ce que nous nous serions déjà vus ?» Bandol secoua la tête. « Non, mais je vous ai écrit hier. Je suis Eileen Brent. Comme vous avez été bonne de m'envoyer la lettre de Jerry, je vous ai adressé un mot pour vous remercier car je ne m'attendais pas à vous trouver ici. Je vais vous expliquer pourquoi je suis venu. Connaissez-vous Ronnie Devereux ?» Lorraine fit un signe affirmatif. « Il est venu me voir le jour où mon frère, et depuis je l'ai vu 2 ou 3 fois. C'était un des meilleurs amis de Jerry. »« Je le sais. Eh bien, il est mort. » Les lèvres de Lorraine s'entr'ouvrirent. « Mort? Mais il semblait en si bonne santé. » Bandol lui raconta aussi brièvement que possible les événements de la veille, et une expression d'effroi et d'horreur passa sur le visage de Miss Wade. « Alors c'est vrai, c'est donc vrai, » murmura-t-elle. « Qu'est-ce qui est vrai? »« Ce que j'ai cru, et ce que je crois depuis la mort de Jerry. Elle n'a pas été naturelle, il a été assassiné. »« Ah, vous avez pensé cela? »« Oui, mon frère n'aurait jamais pris un soporifique. » Elle eut un petit rire triste et continua. « Il dormait beaucoup trop bien pour cela. J'ai toujours trouvé cette circonstance étrange. Mais il avait la même opinion que moi, j'en suis sûre. »« Qui? »« Ronnie. Et maintenant il est mort aussi. » Elle s'interrompit puis reprit. « C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui. Aussitôt après avoir reçu votre lettre, j'ai voulu téléphoner à Ronnie. Mais on m'a dit qu'il était absent. Alors j'ai pensé à venir voir Jimmy, qui était aussi très lié avec eux, espérant qu'il me donnerait un conseil. Vous voulez parler... » Bandol s'arrêta. « Des 7 cadrans ?» Lorraine fit un signe affirmatif. « Voyez-vous, commença-t-elle, mais au même instant, Jimmy Tessiger rentra. Chapitre 8. Les visiteuses de Jimmy. Il nous faut retourner de 20 minutes en arrière, au moment où Jimmy Tessiger fut brusquement tiré de son sommeil par une voix familière. Son cerveau embrumé tenta de comprendre les mots qui lui étaient adressés, et n'y parvint pas. Il bâilla et se retourna. « Une jeune dame est là, elle veut vous voir, monsieur. » Jimmy se résigna, ouvrit les yeux et dit: « Qu'est-ce qu'il y a, Stevens ?»« Une jeune dame demande à vous voir, monsieur. »« Oh, pourquoi ?»« Je ne sais pas, monsieur. » Et le domestique ajouta, en prenant un plateau sur le pied du lit: « Je vais apporter du thé chaud à monsieur. Celui-ci est froid. Alors vous croyez qu'il faut que je me lève et que je voie cette dame ?» Stevens ne répondit pas, mais il se redressa, et Jimmy comprit. « Bien, fit-il. A-t-elle dit son nom ? » ?»« Non, monsieur. »« Serait-ce ma tante Germina ? » ?»« Dans ce cas, je veux bien être pendu si je me lève. » Cette dame ne pourrait pas être la tante de monsieur. « Ah ah. Alors comment est-elle? Jeune et belle ? » ?»« C'est une personne tout à fait comme il faut, monsieur. » Stevens quitta la chambre et Jimmy demeura étendu, se demandant quelle était la belle jeune fille qui pouvait venir le voir. Le domestique reparut portant un plateau et Jimmy lui dit: « J'espère que vous lui avez donné des journaux. »« Oui, monsieur, le Morning Post et le Punch. » En cet instant, un coup de sonnette attira Stevens au dehors. Il revint peu de temps après en annonçant: « Une autre jeune dame, monsieur. »« Comment ? » ?»« Oui, monsieur. Elle n'a pas voulu dire son nom, mais elle m'a déclaré qu'elle venait pour une affaire importante. » Jimmy le regarda. « Voilà qui est curieux, Stevens, bien curieux. À quelle heure suis-je rentré cette nuit ? » ?»« Vers 5 heures, monsieur. »« Et dans quel état ? » ?»« Oh, de très bonne humeur, monsieur, sans plus. Monsieur chantait Rule Britannia. »
Voilà une chose que je n'aurais pas eu l'idée de faire si j'avais été dans mon état normal. J'avais dû boire un verre de trop. Est-ce que par hasard j'aurais, à cause de cela, mis une annonce dans un journal pour demander une institutrice? Tout en parlant, Jimmy s'habillait rapidement, et au bout de 10 minutes, il était prêt à recevoir ses visiteuses inconnues. Lorsqu'il ouvrit la porte du salon, il aperçut tout d'abord accoudée à la cheminée une jeune fille brune et mince qui lui était absolument inconnue. Puis son regard se dirigea vers le fauteuil, et son cœur tressaillit. « Lorraine !» Celle-ci se leva et dit d'une voix un peu tremblante. « Vous devez être étonné de me voir, et j'ai été obligé de venir. Je vais vous expliquer pourquoi. Voici Lady Eileen Brent, plus communément appelée Bandol, déclara celle-ci. Vous avez dû entendre parler de moi par Bill Eversley. Bien entendu, répondit Jimmy, qui cherchait à comprendre. Nous sommes venus vous voir au sujet de la mort de Jerry, reprit Lorraine, et maintenant de celle de Ronnie. Que voulez-vous dire? Ronnie a été assassiné hier. Quoi? Bandol fit pour la seconde fois son récit, et Jimmy l'écouta comme en rêve. Ronnie tué, murmura-t-il en se laissant tomber sur une chaise. Qu'est-ce que cela signifie? Il réfléchit pendant quelques instants, puis reprit d'une voix calme. Je crois qu'il faut que je vous apprenne quelque chose. Quoi donc? Interrogea Bandol d'un ton encourageant. C'était le jour de la mort de Jerry Wade. Tandis que nous nous rendions chez vous, il fit un signe à Lorraine, pour vous apprendre la nouvelle, Ronnie commença à me faire une confidence, mais il s'arrêta en disant qu'il était lié par une promesse et n'acheva pas. Lié par une promesse, dit Lorraine d'un ton pensif. C'est du moins ce qu'il a déclaré. Et bien entendu, je n'ai pas insisté. Mais je l'ai trouvé étrange, et j'ai eu l'impression qu'il soupçonnait des agissements criminels. J'avais cru qu'il en parlerait au docteur, mais il lui en a pas dit un mot. C'est pourquoi j'ai pensé m'être trompé, et ensuite, l'affaire a paru si limpide que je me suis taxé d'imagination. Mais vous supposez maintenant que Ronnie avait des soupçons? Interrogea Bandol. Jimmy fit un signe d'assentiment. Oui, aucun de nous ne l'a revu depuis. Je crois qu'il cherchait à découvrir seul la vérité sur la mort de Jerry, et, qui plus est, je suis convaincu qu'il l'a trouvée, et que c'est pourquoi on l'a tué. Il a essayé de me la faire transmettre, mais il n'a pu prononcer que ces 2 mots que vous m'avez rapportés. 7 cadrans, fit Bandol qui frissonna. 7 cadrans, répéta Jimmy gravement. Quoi qu'il en soit, nous avons là un indice. Bandol se tourna vers Lorraine. Qu'alliez-vous me dire? Ah oui, d'abord au sujet de la lettre. Elle regarda Jimmy et expliqua. Jerry a laissé une lettre. Lady Eileen... Bandol l'a trouvée. Puis elle dit dans quelles conditions, et Jimmy l'écouta avec intérêt. Lorraine prit la lettre dans son sac, la lui tendit. Il la lut et demanda, la regardant. Vous pouvez nous donner des éclaircissements? Qu'est-ce que Jerry désirait vous voir oublier? La jeune fille parut perplexe. Je ne me souviens pas très bien des détails. J'avais ouvert par mégarde une lettre destinée à mon frère et écrite d'une vilaine écriture, sur un papier très ordinaire. Il y avait dans le haut une adresse du quartier des 7 cadrans. Je me rendis compte que cette lettre n'était pas pour moi, et je la remis dans son enveloppe. Bien vrai? Lorraine se mit à rire. Je sais ce que vous pensez, dit-elle, et je reconnais que les femmes sont curieuses, mais la lettre dont je vous parle ne m'a pas paru très intéressante. C'était une sorte de liste de noms et de dates. De noms et de dates? Fit Jimmy d'un air pensif. Jerry ne sembla pas très ému, continua Lorraine. Il rit, demanda si j'avais entendu parler de la mafia, et ajouta qu'il serait étrange qu'une société comme celle-ci se fondât en Angleterre. Il ajouta que des groupements de ce genre ne pourraient guère y avoir de succès. Nos criminels, dit-il, n'ont pas beaucoup d'imagination. Jimmy fit entendre un léger sifflement. « Je commence à comprendre, déclara-t-il. Les 7 cadrans doivent être le quartier général de quelque société secrète, et ainsi que vous le disait votre frère dans sa lettre, il a dû croire tout d'abord qu'il s'agissait d'une plaisanterie, mais il s'est aperçu qu'il n'en était rien. De plus, son désir de vous voir oublié
Ce qu'il vous avait dit ne peut s'expliquer que d'une seule façon. Si les membres de cette société apprenaient que vous connaissez son existence, vous seriez en danger. Gérald s'en rendait compte, et il avait peur, pour vous. Jimmy s'arrêta puis reprit. J'ai idée que nous allons tous être plus ou moins en péril, si nous nous occupons de cette affaire. Comment si? S'écria Bandol avec indignation. Je parle de vous deux. Pour moi c'est différent, car j'étais l'ami du malheureux Ronnie. Il continua en s'adressant à Lady Eileen. Vous avez rempli votre mission en me communiquant ces dernières paroles, mais pour l'amour de Dieu, ne vous mêlez de rien, ni vous ni Lorraine. Bandol regarda celle-ci d'un air interrogateur. Elle avait pris son parti. Elle ne voulait pas toutefois le laisser voir, car elle désirait ne pas inciter Miss Wade à se lancer dans une entreprise dangereuse. Mais le visage mince de cette dernière s'anima de colère. « Vous croyez cela » s'écria-t-elle. « Vous pensez que je consentirais à demeurer inactive quand on a tué Jerry, mon cher Jerry, le meilleur frère qu'une jeune fille ait jamais eu, et le seul parent qui me restait au monde ?» Jimmy tout sauta d'un air embarrassé. Il trouvait Lorraine incomparable. « Voyons, dit-il, vous ne devez pas croire que vous êtes seul au monde. Vous avez des amis qui sont prêts à faire tout ce qu'ils peuvent. Comprenez-vous » Il est probable que la jeune fille comprit, car elle rougit, et pour masquer sa confusion, commença à parler très vite. « C'est donc décidé, déclara-t-elle. Personne ne m'empêchera de vous aider. »« Moi aussi, bien entendu, fit Bandol, et toutes deux regardèrent Jimmy. « Oui, dit celui-ci lentement. « Oui, je vais... Mais je me demande par où nous allons commencer. » Chapitre 9. Projet. La phrase de Jimmy fit prendre aussitôt un tour plus pratique à la conversation. « Tout bien considéré, reprit-il, nous n'avons pas grand-chose sur quoi nous appuyer. En réalité, rien que ces mots, 7 cadrans. Or, je ne sais même pas au juste où il est situé le quartier de ce nom. D'ailleurs, nous ne pourrions le fouiller maison par maison, ce ne serait pas possible. Évidemment, nous connaissons l'endroit où Ronnie a été tué, mais il est probable que la police procède à des recherches de ce côté-là, et le fait mieux que nous. Ce qui me plaît en vous, déclara Bandol non sans ironie, ce sont vos tendances optimistes. Ne soyez pas impatiente, déclara Jimmy. Les meilleurs détectives commencent par envisager ainsi une affaire, en éliminant toutes les démarches inutiles et improductives. J'en arrive maintenant à un troisième point, c'est-à-dire la mort de Gérald. Nous savons qu'il a été assassiné, car vous le croyez toutes les deux, n'est-ce pas? Oui, dit Lorraine. Oui, répéta Bandol. Bien, moi aussi. Là, il me semble que nous avons quelque chance de réussir, car si Jerry n'a pas pris le chloral lui-même, quelqu'un est entré dans sa chambre et a mis ce poison dans le verre d'eau qu'il a bu. Ensuite, on a laissé la boîte ou la fiole vide sur la table. Vous êtes de cet avis? Oui, oui, dit lentement Bandol. Mais... Attendez, la personne dont il s'agit devait se trouver dans la maison, car quelqu'un venant de dehors n'aurait pu y réussir. Certainement non, acquiesça Lady Eileen. Fort bien, mais cela restreint énormément les recherches. Pour commencer, je suppose que la plupart des domestiques sont de vieux serviteurs de votre famille. Oui, ils sont tous restés à Chimneys quand on nous a loué la maison, et les principaux y sont toujours. Évidemment, il y a eu quelques changements parmi ceux qui occupaient les emplois les moins importants. C'est là que je voulais en venir, dit Jimmy, et vous pouvez aisément savoir à quel moment les nouveaux domestiques ont été engagés. Un des valets de pied qui s'appelle John est nouveau. Prenez des renseignements à son sujet. Tâchez de savoir également ce que sont les serviteurs qui sont entrés ainsi récemment. Je suppose, fit lentement Bandol, qu'il ne peut s'agir que d'un des domestiques, et que le coupable n'était pas l'un des invités. Ce ne serait guère vraisemblable, en effet. Qui y avait-il exactement? 3 jeunes filles, Nancy, Hélène et Sox. Sox Daventry? Je la connais. Elle parle sans cesse de choses spirituelles. C'est bien elle. Puis Jerry Wade, Eversley, Ronnie et moi, et nos hôtes, Sir Oswald, Lady Coote. Ah, et aussi Pongo. Qui est Pongo? Bateman, le secrétaire de Coote.
un garçon solennel et consciencieux, avec lequel j'ai été au collège. Il ne me paraît pas y avoir là personne que l'on pourrait soupçonner, fit observer Lorraine. En effet, admit Bundle. Comme vous le supposez, il faut chercher parmi les domestiques. À propos, croyez-vous que le réveil jeté par la fenêtre ait un rapport quelconque avec cette affaire? Jeté par la fenêtre? Interrogea Jimmy. Ah, en effet, lorsque je suis allé voir le pauvre Jerry, j'ai remarqué que les pendulettes étaient rangées sur la cheminée, et qu'il n'y en avait que 7 au lieu de 8. Il parut bouleversé, pâlit et reprit. Je vous demande pardon, mais je ne sais pas pourquoi, ces réveils matins m'ont impressionné lorsque je les ai aperçus dans cette chambre. Je ne voudrais pour rien au monde y entrer de nouveau, dans l'obscurité, et les y voir. Cela ne vous serait pas possible dans l'obscurité, dit Bundle toujours pratique, à moins qu'il n'ait des cadrans lumineux. Oh! Elle sursauta et le sang lui monta aux joues. 7 cadrans! Ses 2 interlocuteurs la regardèrent avec surprise, mais elle insista véhémentement. Cela ne peut être une coïncidence. Il y eut un silence. Vous avez sans doute raison, fit enfin Tessiger. C'est bizarre. Bundle commença à le questionner vivement. Qui a acheté les réveils matins? Nous tous. Voyons, quelqu'un a dû y penser le premier. Cela ne s'est pas passé ainsi. Nous cherchions comment nous pourrions faire lever Jerry, et Pongo nous a suggéré de mettre un réveil matin dans sa chambre. L'un d'eux nous a dit que cela ne suffisait pas, et un autre, Bill Eversley je crois, a ajouté pourquoi ne pas en prendre une douzaine. Nous l'avons tous approuvé, et nous sommes partis les chercher. Nous en avons acheté un chacun, plus un pour Pongo et un pour Lady Coot. Il n'y avait rien là de prémédité. Bundle demeura silencieuse, mais elle n'était pas convaincue, et Jimmy tenta de résumer la situation. Je crois que nous sommes sûrs de certains faits. Il existe une société secrète qui a des points de ressemblance avec la mafia. Jerry Wade en a entendu parler. Tout d'abord, il a cru à une plaisanterie, à une absurdité même, et n'a rien vu là de dangereux. Mais ultérieurement, il a été, je ne sais pourquoi, convaincu que c'était sérieux, et j'imagine qu'il a dû en parler à Ronnie Devereux. Quoi qu'il en soit, après sa mort, Ronnie a eu des soupçons, et il est probable qu'il en savait assez pour avoir suivi la même piste. Le malheur, c'est que nous sommes obligés de tâtonner, car nous n'avons pas les mêmes indications qu'eux. C'est peut-être un avantage, fit observer Lorraine. Les membres de l'association ne nous soupçonnent pas, et par conséquent, ils n'essaieront pas de se débarrasser de nous. Je voudrais en être sûr, dit Jimmy d'un ton préoccupé. Vous savez, Lorraine, que Jerry lui-même désirait que vous ne vous mêliez pas de cette affaire. Ne croyez-vous pas que vous pourriez... Non, affirma la jeune fille. Ne commençons pas à discuter la question. Ce n'est qu'une perte de temps. À ces mots, Jimmy regarda la pendule et poussa un cri de surprise. Puis il se leva, ouvrit la porte et appela. « Stevens !»« Monsieur, pourriez-vous nous improviser un déjeuner ? J'ai prévu que monsieur le désirait, et ma femme a pris des mesures en conséquence. » Voilà un domestique accompli, déclara Jimmy, en revenant et en poussant un soupir de soulagement. Stevens parut, apportant un repas dont le menu était fort recherché, une omelette, des cailles et un soufflé particulièrement réussi. « Pourquoi les célibataires sont-ils toujours mieux servis que les gens mariés ?» demanda Lorraine. « En voilà une idée !» exclama Jimmy. « Je pense souvent au contraire. » Il s'arrêta et Lorraine rougit encore. « Que suis-je bête !» s'écria soudain Bundle. « Je savais bien que j'oubliais quelque chose. »« Quoi donc ? Vous connaissez George Lomax ? J'ai entendu parler de lui, par Bill et par Ronnie. Eh bien, Lomax réunit des hommes politiques la semaine prochaine, et il a reçu une lettre de menace des cadran. Ce n'est pas possible, s'exclama Tessiger. Si, il en a parlé à mon père. Que croyez-vous que cela signifie? Jimmy se renversa sur son siège, réfléchit rapidement, et parla enfin avec précision. Il se produira quelque événement durant cette réunion. C'est bien ce que je crois, répondit Bundle. Tout s'enchaîne parfaitement, reprit Jimmy d'un air rêveur.
Puis il ajouta en se tournant vers Lorraine. Quel âge aviez-vous quand la guerre a éclaté? 9 ans. Non, 8. Et Jerry avait environ 20 ans, je suppose. La plupart des garçons de 20 ans se sont battus. Pourtant, Jerry n'a pas été soldat. En effet, répondit la jeune fille. Je ne sais pas pourquoi. Je crois pouvoir vous le dire, répliqua Jimmy, ou du moins le deviner. Jerry n'est pas resté en Angleterre de 1915 à 1918. Je m'en suis assuré. Personne ne paraît savoir exactement où il était. Je crois qu'il se trouvait en Allemagne. Lorraine rougit et regarda Jimmy avec admiration. Comme vous êtes intelligent. Il parlait couramment l'allemand, n'est-ce pas? Oh oui, parfaitement. Je suis sûr que j'ai raison. Écoutez, Jerry Wade était au Foreign Office et semblait être un de ces aimables idiots, excusez le terme, mais vous comprenez ce que je veux dire, que personnifiaient Bill Eversley et Devereux. Mais en réalité, il était tout différent. Notre service secret a la réputation d'être le meilleur au monde, et je crois que Jerry Wade y occupait un grade élevé. Cela explique tout. Je me rappelle avoir dit au hasard, le dernier soir à Chimneys, que Jerry ne pouvait pas être aussi bête qu'il en avait l'air. Et si vous avez raison, interrogea Bundle, dans ce cas l'affaire est plus grave que nous le supposons, et l'organisation des 7 cadrans n'est pas seulement criminelle, elle est internationale. Il y a en tout cas une chose certaine, il faut que l'un de nous soit présent à la réception qui doit avoir lieu chez Lomax. Bundle fit une légère grimace. Je connais bien George, mais il ne m'aime pas, et il n'aurait jamais l'idée de m'inviter lorsqu'il doit recevoir des gens sérieux. Cependant, et elle demeura un instant perdue dans ses pensées, croyez-vous que moi je pourrais me faire inviter par Bill? Demanda Jimmy. Il y sera sûrement en sa qualité de bras droit de Lomax, et il pourrait m'emmener avec lui. Pourquoi pas? Déclara Bundle. Mais il faudra que vous dirigiez Bill et lui suggériez ce qu'il devra faire. Il est incapable de penser seul. Que me conseillez-vous? Demanda humblement Jimmy. Oh, ce sera très facile. Bill vous présentera comme un jeune homme qui s'intéresse à la politique et qui a le désir d'entrer au Parlement. George sera immédiatement séduit, car vous savez ce que sont ces partis politiques. Ils recherchent sans cesse des hommes jeunes et riches. Plus Bill vous prêtera une grosse fortune, plus cela sera simple. Peu importe ce qu'il dira, tant qu'il ne fera pas de moi un Crésus, déclara Jimmy. Alors je crois que voilà une affaire réglée. Je dîne avec Bill demain, et je lui demanderai la liste des invités. Je regrette que vous n'y soyez pas comprise, fit Jimmy. Mais après tout, cela vaut peut-être mieux. Je ne suis pas du tout sûr que vous ne me voyez pas chez Lomax, répondit Bundle. Il ne peut pas me souffrir, mais il y a peut-être un autre moyen d'obtenir une invitation. Et moi? Demanda Lorraine d'une voix douce. Vous n'êtes pas en scène dans cet acte, répondit vivement Thesiger. D'ailleurs, il est préférable que nous ayons des intelligences au dehors pour... Pourquoi? Interrogea Lorraine. Mais Jimmy se décida à abandonner cette voie et fit appel à Bundle. N'est-ce pas? Lui dit-il, qu'il vaut mieux que Lorraine reste en dehors de cela? Certainement. La prochaine fois, reprit Jimmy, avec bonté, nous aurons recours à vous. Et s'il n'y a pas de prochaine fois? S'écria la jeune fille. Oh, il y en aura sûrement une. Alors il faut que je rentre à la maison et que j'attende? Oui, répondit Jimmy avec soulagement. Je pensais bien que vous comprendriez. Voyez-vous, déclara Bundle, si nous nous faisions inviter tous les trois, cela pourrait paraître étrange, pour vous surtout. Alors c'est entendu, reprit Jimmy. Vous ne tenterez rien. Je ne tenterai rien, répondit Lorraine avec soumission. Et Bundle la regarda, car elle trouvait cette obéissance peu naturelle. Mais les yeux bleus de Miss Wade plongèrent innocemment dans ceux de Lady Eileen. Pourtant, celle-ci ne fut pas absolument convaincue que l'on puisse compter sur la passivité de Lorraine. Chapitre 10. Bundle se rend à Scotland Yard. Il faut reconnaître tout de suite que les 3 jeunes gens n'avaient pas dévoilé entièrement leurs pensées. Lorraine Wade, par exemple, était-elle absolument sincère en exposant les raisons pour lesquelles elle vint parler à Jimmy Thesiger? D'autre part, celui-ci avait, au sujet de la réunion,
qui devait avoir lieu chez Georges Lomax, des idées et des projets qu'il ne voulait pas révéler. Mettons à Bandol. Enfin, celle-ci possédait un plan bien mûri qu'elle se proposait de mettre immédiatement à exécution et dont elle n'avait pas soufflé mot. En quittant l'appartement de Jimmy Thesiger, elle se fit conduire à Scotland Yard, où elle demanda à voir le surintendant Battle. Celui-ci était un personnage assez important qui s'occupait à peu près uniquement de cas d'une nature politique délicate. Il était venu à Chimneys 4 ans auparavant pour une affaire de ce genre, et Bandol espérait qu'il s'en souviendrait. Après un court délai, elle fut conduite le long de plusieurs couloirs dans le cabinet privé du surintendant. Celui-ci était un homme d'aspect déterminé, à la figure impassible. Il paraissait fort peu intelligent et ressemblait plutôt à un commissionnaire qu'à un détective. Lorsque Bandol entra, il se tenait debout devant une fenêtre et regardait des moineaux d'un air absolument inexpressif. « Bonjour, Lady Ayling. Donnez-vous la peine de vous asseoir. »« Merci, répondit Bandol. Je craignais que vous ne vous rappeliez pas de moi. »« Je me souviens de tout le monde, déclara Battle. C'est mon métier. »« Oh, déclara Bandol un peu décontenancé. Que puis-je faire pour vous ? Demanda le surintendant. Bandol alla droit au but. J'ai entendu affirmer que Scotland Yard possède une liste de toutes les sociétés secrètes et autres organisations de ce genre qui se forment à Londres. Nous tâchons de nous tenir au courant, répliqua Battle avec circonspection. Je suppose qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas dangereuses. Il y a à ce sujet une règle excellente. Plus elles s'agitent, moins elles sont à craindre, et vous ne sauriez croire à quel point cela se vérifie. J'ai également entendu dire que vous les laissiez souvent agir. Battle fit un signe affirmatif. C'est exact. Pourquoi un homme n'aurait-il pas le droit de s'intituler frère de la liberté et d'en rencontrer d'autres 2 fois par semaine dans une cave et de discourir sur les flots de sang qui doivent être répandus? Cela ne fera de mal ni à lui ni à nous. Et s'il fomente des troubles, nous savons où le trouver. Cependant, fit lentement Bandol, une de ces sociétés peut être beaucoup plus dangereuse qu'on le croit, n'est-ce pas? C'est invraisemblable, déclara Battle. Mais cela pourrait se produire, insista la jeune fille. Oh, évidemment, admit le surintendant. Il y eut un moment de silence, puis Bandol dit avec calme. Pourriez-vous me donner une liste de sociétés secrètes qui ont leur siège dans le quartier des 7 cadrans? Battle se targuait de ne jamais laisser paraître la moindre émotion. Pourtant, la jeune fille aurait juré que, pendant un instant, ses paupières battirent et qu'il parut déconcerté. Ce ne fut d'ailleurs qu'un éclair, et il redevint absolument impassible en déclarant « Il n'y a pas, à proprement parler, de quartier qui porte ce nom, Lady Ayling. »« Vraiment ? Non. La plus grande partie en a été détruite et rebâtie. Il était autrefois très mal fréquenté, mais maintenant, il est fort respectable et ce n'est pas un endroit assez romanesque pour qu'on songe à y installer des sociétés secrètes. »« Ah !» fit Bandol interdite. « Cependant, je serais désireux de savoir ce qui vous a donné cette idée, Lady Ayling. Faut-il que je vous le dise? Mon Dieu, cela nous ferait gagner du temps. » Bandol hésita un instant, puis elle dit lentement. « Un homme a été tué hier. J'ai cru tout d'abord que je l'avais écrasé. Monsieur Ronald Devreux? Bien entendu, vous êtes au courant. Mais pourquoi les journaux n'ont-ils pas fait allusion à cette mort? Désirez-vous vraiment savoir cela, Lady Ayling? Oui, s'il vous plaît. Eh bien, nous avons voulu nous ménager 24 heures de répit. L'affaire sera demain dans les journaux. Ah! Et Bandol étudia avec surprise le visage de son interlocuteur. Que cachait ce masque impénétrable? Battle considérait-il l'assassinat de Ronald Devreux comme un crime ordinaire ou extraordinaire? En mourant, il a prononcé les mots « 7 cadrans », dit lentement Bandol. Merci, fit Battle. Je vais en prendre note. Et il écrivit quelques mots sur le bloc posé devant lui. Bandol s'engagea dans une autre voie. Il paraît que M. Lomax est venu vous voir hier au sujet d'une lettre de menace qu'il a reçue. En effet.
et qui parlait du quartier des 7 cadrans. Ces mots étaient écrits dans le haut, je crois. Il sembla à Bandol qu'elle martelait une porte fermée. Si vous voulez me permettre de vous donner un conseil, Lady Eileen, je sais ce que vous allez me dire. Rentrez chez vous et oubliez toute cette affaire. C'est-à-dire que je dois vous laisser vous en occuper? Mais, déclara le surintendant Battle, ce soin ne doit-il pas incomber à un professionnel? Alors que je ne suis qu'un amateur? Oui, pourtant vous oubliez un détail. Je ne possède ni votre science, ni votre adresse, mais j'ai sur vous un avantage. Je puis agir sans qu'on me voie. Il lui sembla que Battle était un peu déconcerté, comme si ses paroles l'avaient frappé. Bien entendu, reprit Bandol, si vous ne voulez pas me donner une liste de sociétés secrètes. Oh, je n'ai pas dit cela. Je vais vous en faire le relevé. Puis il se dirigea vers la porte, l'ouvrit, y passa la tête, cria quelques mots et revint s'asseoir. Bandol se sentit vaincu, car la facilité avec laquelle il avait accédé à sa requête lui semblait suspecte. Il la regardait maintenant avec calme. « Vous rappelez-vous le décès de M. Gerald Wade ?» demanda brusquement la jeune fille. « Il est mort chez vous, n'est-ce pas? Pour avoir pris une dose trop forte de narcotique. Sa sœur déclare qu'il n'absorbait jamais aucun narcotique. »« Oh, répondit le surintendant, il y a des quantités de choses que les sœurs ignorent. » Bandol se sentit encore perplexe et demeura silencieuse jusqu'au moment où un homme entra, tenant une feuille dactylographiée, qu'il tendit au surintendant. « Voici, dit ce dernier, lorsque l'agent fut sorti. Les frères du sang de Saint-Sébastien, les loups limiers, les camarades de la paix, le club des camarades, les amis de l'oppression, les enfants de Moscou, les porteurs du signe rouge, les harengs, les camarades des vaincus, et une demi-douzaine d'autres. » En achevant ces mots, il remit la feuille à Bandol, et ses yeux lancèrent un éclair. « Vous me donnez cette liste, déclara la jeune fille, parce que vous savez qu'elle ne servira à rien. Vous ne voulez pas que je m'occupe de cette affaire. Je le préférerais, car si vous cherchez à découvrir quelque chose, vous vous donnez beaucoup de peine. Parce que vous voudrez veiller sur moi, je suppose. C'est bien cela, Lady Eileen. » Bandol s'était levée. Elle demeurait indécise, car jusqu'à ce moment, le surintendant Battle avait eu les honneurs de la guerre. Mais elle se rappela un incident et fit une dernière tentative. « J'ai dit tout à l'heure qu'un amateur pouvait faire des choses qui étaient interdites à un professionnel, et vous ne m'avez pas contredite, parce que vous êtes loyal et que vous sentiez que j'avais raison. »« Continuez, » répondit tranquillement Battle. « Lors de la première affaire qui s'est passée à Chimneys, vous m'avez autorisé à vous aider. Pourquoi n'en est-il pas de même maintenant ?» Battle parut réfléchir. Enhardi par son silence, Bandol continua. « Vous me connaissez assez bien, surintendant Battle. Je veux tout savoir. Certes, je n'ai pas l'intention de vous gêner, ou de chercher à faire moi-même ce que vous ferez certainement beaucoup mieux que moi. Mais si je puis être de quelque utilité, je vous en prie, acceptez mon concours. » Il y eut encore un silence, puis Battle reprit. « On ne peut pas parler avec plus de franchise, Lady Eileen, mais je vous dirai tout simplement ceci. Ce que vous me proposez est dangereux. Croyez-moi, très dangereux. »« Je l'ai bien compris, répondit Bandol. Je ne suis pas une sotte. »« Certes non, acquiesça Battle. Et je n'ai même jamais rencontré une jeune personne aussi intelligente que vous. Voici ce que je puis faire, Lady Eileen. Je vais vous donner un renseignement, et j'agis ainsi parce que je n'ai jamais mis en pratique le précepte « la sécurité d'abord ». À mon avis, la moitié des gens qui passent leur existence à redouter d'être écrasés par un autobus pourraient l'être sans dommage, car ils ne servent à rien. Cette déclaration extraordinaire dans la bouche de Battle stupéfia Bandol. « Qu'alliez-vous me dire » demanda-t-elle enfin. « Vous connaissez M. Eversley, n'est-ce pas ?»« Bill ? Bien entendu. » « Eh bien, je crois que M. Eversley pourra vous apprendre tout ce que vous désirez savoir au sujet des 7 cadrans. »« Bill est au courant ? Bill ?» ?»« Je n'ai pas dit cela, pas du tout. Mais comme vous êtes fort intelligente,
Je crois que vous obtiendrez par lui ce que vous voulez savoir. Et maintenant, ajouta le surintendant d'un ton ferme, je ne vous dirai pas un mot de plus.